Tu inventes un genre. C'est une traduction. Oui, voilà. C'est un targoum. Alors targoum, tarjouman en arabe. Donc racine partagée entre l'hébreu et l'arabe, qui donnera torjman, langue, mot appartenant au satire. Cette langue inventée pour circuler à travers la Méditerranée, où le Torjman avait un rôle très important. Torjman qui est aussi un nom propre porté par des familles juives et des familles arabes. Une fonction. Comme Amar. Hein. Et ce serait une des étymologies qui veille sur truchement en français. Voilà. Alors, par quoi commencer? Peut-être une idée générale. Le rôle, l'importance de la traduction dans tout rapport à la langue. C'est-à-dire, lorsqu'on parle déjà, on traduit. Et moi qui viens de l'arabe, l'arabe est en soi, la diglossie de l'arabe est telle qu'on vit le bilinguisme. Tout locuteur arabe est bilingue, même s'il ne sait que l'arabe. Il y a ce rapport entre ce qu'on pourrait appeler l'arabe grammatical, que certains appellent littéral ou littéraire, mais je préfère le mot arabe grammatical, et le vulgaire, qui a été très bien illustré par le dernier intervenant. Voilà. Comment il s'appelle? Ala Khlikhal. Ala. Oui, c'est toi qui me dis. Ala Khlikhal. Ala Khlikhal. Et c'est vrai, ce que tu m'as dit juste avant d'entrer, tout ce dont il a parlé s'est manifesté d'une manière intense dans les derniers événements de Tunisie, où la question de la langue a été immense, très très importante, et dans l'esprit de tout ce qui nous a été montré ce matin. Je viens de finir un livre sur ces événements où la question de la langue est très présente dans ce livre. Je peux vous interrompre? Est-ce que c'est la question de la langue ou la question d'Internet? Internet, bien sûr, mais la langue. La langue. D'un seul coup, le débat, parce que c'est un débat très violent, ce rapport avec l'arabe grammatical, où les gardiens du temple sont tout le temps là pour l'imposer. Et je cite un seul exemple. Dans l'euphorie qui a suivi l'événement, où... mais est-ce qu'on a besoin de... Vous pensez vraiment? Oui. Cette euphorie, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais les premières semaines à Tunis, il y a eu des émissions télévisuelles tout à fait exceptionnelles, hein, où on avait une espèce de France Culture à la télévision, du jamais vu. Un grand nombre d'universitaires, d'intellectuels, c'était le temps de l'élite, si on veut. Vous savez comment l'événement a eu lieu, ça a commencé par le peuple, la conjonction avec la classe moyenne et Internet, et le troisième temps, après, l'élite, donc le débat intellectuel, au plus haut degré. Et il y a eu donc des émissions, d'ailleurs j'ai participé à une de ces émissions où j'ai donné une espèce de conférence qui a duré près d'une heure sur, j'ai choisi de parler de la servitude volontaire de la Boétie, et tout le monde, naturellement, la langue de tout le monde a été, la base a été le vulgaire, donc on s'est retrouvé pratiquement dans l'opération de Dante, dire dans la langue des nourrices et des lavandières les grandes choses. Toute opération d'écriture, toute opération poétique est dans l'interstitiel.
elle est forcément, elle implique forcément la traduction, c'est-à-dire dans toute opération d'écriture, il y a de la traductibilité. Et c'est ce que démontrent très clairement les personnes qui ont été interrogées dans ce film, et la rigueur de ce film va en ce sens-là. J'ajouterai un autre élément, ce que nous avons vu dans ce film, d'évidence, nous montre que tous ceux qui étaient là, même s'ils ne se posent pas la question, sont dans la poétique du trans, de la traversée, du transfrontalier. On n'est plus du tout dans la logique, et maintenant un peu partout dans le monde il en est ainsi, de littérature nationale, ça ne veut plus rien dire. On est véritablement dans la réalisation profonde de ce qu'avait déjà de ce que Goethe avait déjà prédit. On est dans la Weltliteratur, dans l'horizon de la littérature mondiale. Et je reviens à cette notion de Weltliteratur parce que Goethe, lorsqu'il avait réfléchi sur cette question, et qu'il a lui-même réalisé dans son divan occidental-oriental, il a élargi la mémoire poétique qui était la sienne après avoir lu ce qui a été traduit à son époque de la poésie arabe et surtout persane, qui produira donc cette œuvre tardive dans Goethe, et qui est la réalisation de la Weltliteratur. Et Goethe insiste énormément sur le fait que désormais l'avenir de la poésie et du poète est dans la traduction. Et nous sommes dans cet état de fait. Il n'est plus de poète qui ne soit pas en même temps traducteur. Et il y a donc il y a une poétique dans le film très précise. Il y a le même commencement, il y a l'idée du refrain, il y a l'idée de ce qu'on peut appeler dans les mouachah, cette poésie strophique inventée dans le milieu judéo-arabe de l'Espagne, ce qui n'existe pas du tout en Orient, ce qu'on appelle le matla, c'est-à-dire l'incipit, le propre, c'est-à-dire de chaque strophe, ce par quoi commence chaque strophe. Il y a pratiquement une forme de mouachah dans ce film. Le mouachah, c'est une poésie strophique qui a le très grand souci du commencement de la strophe, de la stance, de sa chute, la question du refrain, la pluralité des rimes et la pluralité des maîtres, parce que chaque strophe a sa propre logique en fonction de ce qui se dit. Donc voilà, on est dans la pensée, dans le concept, d'une manière très serrée, très forte, très rigoureuse, très précise, mais peut-être construit poétiquement. Et j'ai beaucoup aimé et me suis interrogé sur qui, malgré sa discrétion, a une forte présence dans le film, la musique. Le son. Très sensible, très sensible, ça m'émeut beaucoup, parce que ça me fait penser à beaucoup, tout un fond littéraire sur qu'est-ce que j'ai pu lire dans la tradition soufie, sur le bruissement d'ailes. Et on entend le bruissement d'ailes dans ce film. On est totalement dans l'esthétique du cinéma, avec quelque chose qui procède, qui fait référence à la politique. Moi j'ai dit, c'est l'invention d'un nouveau genre, hein, c'est-à-dire c'est l'essai par les moyens du cinéma. Ça c'est absolument extraordinaire. Et on ne s'ennuie pas une seconde. C'est important, hein. Moi je dors souvent au cinéma. Plus encore, ce qui me paraît impressionnant, et c'est une chose à laquelle je suis profondément sensible, en tant que quelqu'un en lien et avec la traduction et avec l'écriture, c'est que lorsqu'on écrit dans une langue, cette langue, on l'habite dans les plus insondables de ses profondeurs. Et le film le dit admirablement. C'est-à-dire, on a l'âge de cette langue. Personnellement, le lien que j'ai avec l'arabe est un lien, comme le dit d'ailleurs parfaitement Alain, qui ne peut pas ne pas être enraciné dans ce texte fondateur de la langue littérairement, et qui est probablement la chose
qui est véritablement inventée, pour moi, je ne cesse de le dire, et je le dis par provocation, la véritable invention de la langue arabe, ce n'est pas le Coran, mais la poésie anté-islamique. Cette poésie anté-islamique qui est une véritable invention, très impressionnante, et c'est en elle d'ailleurs que toute la prosodie est née. C'est à partir de cette poésie-là que 3 siècles après, à Bagdad, les philologues et les poéticiens de Bagdad ont théorisé et ont cristallisé en théorie et en modèle toute la prosodie arabe. Et donc il y a cet âge-là, l'âge de la langue, mais en même temps, l'actualisation se fait à la fois en lien avec cette histoire, avec cette visite, c'est-à-dire une forme sacrale, si l'on veut, et la nécessité d'une profanation, c'est-à-dire d'une invention, d'un travail de déplacement, de condensation qui crée la surdétermination. J'utilise délibérément les 3 notions freudiennes pour l'interprétation des rêves, parce que lorsqu'on est dans l'écriture, on est toujours dans l'implication de la double scène, la scène du réel et l'autre scène, comme toujours. Et le deuxième élément, c'est une idée très forte, très juste, et que répète maintes fois notre ami Édouard Glissant. Justement, j'ai amené les papiers. Lorsqu'on écrit dans une langue, on n'écrit pas et on n'invente pas si on n'a pas la certitude que dans la langue dans laquelle on écrit, toutes les langues sont convoquées. J'ai la phrase exacte qu'on a fait. Parce qu'on s'est rencontrés tous les deux par Édouard Glissant en Martinique. Et donc, il est là avec nous aujourd'hui de toute manière, comme toujours. Et peut-être toi tu le lis si tu arrives, Chaque traduction aujourd'hui accompagne le réseau de toutes les traductions possibles, de toute langue en toute langue. Dans les blogs déjà, la circulation entre 3 langues était très spectaculaire. 4 même, je dirais. L'arabe littéraire, l'arabe dialectal, le français, qui était le plus important, et l'anglais. Donc là, il y a... Et puis, donc et puis les Tunisiens, lorsqu'ils parlent, ils parlent créole. On passe indifféremment d'une langue à l'autre, parfois dans une séquence grammaticalement structurée en arabe, intervient un syntagme en français. Ce va-et-vient spectaculaire entre la diglossie à l'intérieur de l'arabe et le français. On est vraiment là. Et ce qui m'a impressionné, c'est que tous les intellectuels, les écrivains et les universitaires qui m'est arrivé d'écouter des débats impressionnants, Hicham Jaït par exemple, l'historien, qu'est-ce qu'une révolution? Et de faire la démonstration que nous avons à faire ce qui s'est passé en Tunisie à une révolution qui c'est probablement la première révolution de l'histoire moderne du monde arabe. Et que, par exemple, 1952, qu'on a appelé révolution, il démontre que c'est un terme impropre et utilisé à la légère. C'est un coup d'État. Ce n'est pas une révolution qui a été appelée révolution. Tous les coups d'État, celui de 1952 des officiers libres au Caire, celui de 1958 en Irak, ont été appelés révolution. Et là, il y avait une démonstration, une très belle démonstration, comment le phénomène a commencé le 17 décembre en intifada, et comment il a fini en révolution le 14 janvier. Démontrer comment, c'est-à-dire le concept de révolution au sens historique et philosophique. Et tout cela dit dans cette langue créole.